Cette présentation est basée sur un article qui a été publié récemment dans le Journal of Neurology and Mental Diseases. Et je vais exposer quelques points et apporter d'autres détails que je considère intéressants tout au long de cette présentation. Je vais parler obligatoirement de mort, d'au-delà, de la vie après la mort. Le concept de la réincarnation concerne la possibilité de revenir à la vie dans d'autres corps, comme vous le savez. Et l'intérêt pour la réincarnation, l'intérêt que l'on a envers la réincarnation augmente de plus en plus parmi les psychothérapeutes. Et je vais vous poser deux questions simples qui ont une influence sur la qualité de relations concernant des situations dramatiques et douloureuses. La première est: avons-nous une âme? La seconde: croyez-vous en la vie après la mort? La réponse en ce qui concerne la demande croissante des psychothérapeutes concernant la réincarnation concerne des données démographiques. La plupart des gens croient que nous avons une âme et qu'il existe une vie après la mort. Les données démographiques justifient un intérêt de la part des professionnels de la santé, des médecins, psychologues, infirmiers, en ce qui concerne la survie, qui comprend l'hypothèse de la réincarnation. Si l'on observe les données démographiques, 28% de la population mondiale croit en la réincarnation, 26% en Europe et 27% aux États-Unis. Si l'on regarde au Brésil en particulier, la plus grande partie de la population brésilienne croit en la réincarnation, puisque 44% n'y croient pas. En fait, si l'on tient compte que 44% n'y croient pas. Plusieurs auteurs reconnaissent que la connaissance et le respect du système de croyance du patient contribuent à son acceptation de la psychothérapie et ils obtiennent de meilleurs résultats. Il faut donc préparer le professionnel du secteur de la santé mentale pour qu'il travaille avec ses croyances, avec ses contenus, que beaucoup de personnes ont et qui croient en la réincarnation. J'aimerais vous présenter quelques aspects sur la personnalité et les neurosciences. Actuellement, les neurosciences affirment que l'expérience personnelle, combinée à la prédisposition génétique, sont les facteurs responsables des caractéristiques de tempérament, des traits de personnalité, et ainsi de suite. Donc ces deux facteurs seraient les seuls responsables de notre personnalité? Nous pensons que non. Parmi d'autres exemples, on a les jumeaux dits encéphaliques ou les siamois. Ils ont nécessairement le même bagage génétique et les mêmes expériences parce qu'ils sont collés l'un à l'autre tout le temps. Donc on pourrait croire que leur personnalité est similaire.
Mais ce n'est pas vrai. Dans ces deux cas, parmi beaucoup d'autres, démontrent que la personnalité, depuis la toute petite enfance, sont très différentes. Donc il y a un autre facteur qui doit composer la construction de notre personnalité en dehors de l'influence de l'environnement, de l'expérience que nous avons et du bagage génétique. Certains auteurs appellent cela le troisième élément qui pourrait composer la personnalité, qui est la réincarnation. Et plusieurs articles discutent cette possibilité. La possibilité que nous ayons tous une influence de nos vies passées, des caractéristiques, des talents, des conditions que nous apportons de notre passé qui influencent notre manière d'agir aujourd'hui dans le monde, en plus de nos expériences, des expériences de notre vie actuelle et de notre bagage génétique. Cette possibilité que nous avons d'apporter des talents, mais aussi des difficultés de notre passé le plus lointain, d'autres vies, peut influencer la qualité de nos vies aujourd'hui. Voilà, nous avons donc une raison de plus pour que les professionnels de la santé considèrent cette possibilité réincarnationniste dans le traitement de leurs patients, particulièrement ceux qui apportent la croyance, particulièrement ceux qui croient en leur incarnation. Sur les neurosciences, nous avons plusieurs études qui se consacrent au problème de la religiosité et de la spiritualité. Par exemple, je vous en présente une ici de Mario Beauregard de l'Université de Montréal qui a étudié les corrélations neuronales lors d'une expérience mystique chez les nonnes carmélites, qui a révélé que plusieurs régions du cerveau sont activées pendant les expériences religieuses ou spirituelles. Donc, la théorie du point de Dieu, comme s'il y avait une structure cérébrale responsable de l'expérience avec le divin, n'existe plus. Il est important que nous soyons au courant des discussions concernant ces découvertes neuroscientifiques. Par exemple, Azari qui fait une étude très intéressante, plusieurs régions désactivées et activées pendant l'expérience religieuse. Et plus intéressant encore que les découvertes, c'est la discussion sur ces découvertes. Nous en discutions il y a encore peu de temps avec le docteur Pim van Lomen. L'expérience religieuse peut être un processus cognitif et pas nécessairement un réflexe de l'instant immédiat. L'expérience religieuse peut apporter un encadrement cognitif qui va influencer la manière selon laquelle je comprends un phénomène traumatique comme la mort d'un être cher ou un accident ou une perte importante. Les expériences religieuses et spirituelles favorisent, dans la plupart des cas, un impact positif dans la qualité de vie, justement grâce à cet encadrement cognitif, à la manière dont je perçois et je traite cet événement qui est potentiellement traumatique. Je parlais il y a peu avec le docteur Pim van Lomen que le plus grand défi aujourd'hui est de divulguer les découvertes parce que nous avons des preuves
peut-être avons-nous des preuves suffisantes aujourd'hui concernant cette possibilité qu'a l'esprit d'exister séparément du cerveau. La science du mainstream a besoin de temps pour reconsidérer ces possibilités. La religiosité et la spiritualité et les croyances spirituelles ont une influence sur la manière dont je perçois l'événement. Et cette manière peut favoriser la plupart du temps, et j'insiste là-dessus, sur une meilleure qualité de vie. Après cette introduction, la convergence entre la psychothérapie, la spiritualité est-elle possible? Et plus loin encore, la psychothérapie et la réincarnation. Et nous pensons que oui. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Plusieurs études qui ont comparé l'approche religieuse et les approches traditionnelles en se basant sur des professionnels religieux ou pas, ont présenté des données très intéressantes concernant le traitement de patients et souffrant de troubles d'anxiété ou de dépression. D'abord, la possibilité d'utiliser une approche religieuse chez les patients religieux est probablement une question de préférence du patient plus que d'efficacité différentielle, selon McCulloch et Probst. Deuxièmement, les auteurs Azar, Razali et Berry démontrent que la psychothérapie avec une approche religieuse a démontré une amélioration initiale plus rapide après 3 mois par rapport à l'approche non religieuse. Et troisièmement, Prochaska et Masten disent que les patients, plus que les thérapeutes, sont les agents de l'amélioration et de la guérison. Et donc très important que l'on considère les forces intrinsèques du patient parce que c'est lui qui est l'agent qui travaille en direction de son amélioration. Voici quelques directives que je voudrais vous présenter basées sur l'article publié Should Psychotherapy Consider Reincarnation? Ceux qui veulent voir cet article peuvent aller sur mon site Réincarnation et psychothérapie en portugais. Je vous donnerai l'adresse à la fin de ma présentation si vous voulez faire le download directement sur mon site. Les premières directives qui s'adressent aux professionnels du secteur de la santé dans ce sens sont de ce fait. 7 questions sont importantes pour ces professionnels. Pour commencer l'approche du patient qui arrive au cabinet pour une psychothérapie ou même chez un médecin. Est-ce que la religion ou la spiritualité sont importantes pour vous? Deuxièmement, croyez-vous en la réincarnation? Troisièmement, aimeriez-vous que je traite de ce sujet avec vous? Si le patient répond non à l'une de ces questions, il est évident que vous ne continuerez pas. Mais si le patient vous répond oui, il faut que vous continuiez à poser les questions. Ensuite, la 4e question, que signifie la réincarnation pour vous? Il est très important que le thérapeute connaisse la signification attribuée par le patient à propos de la réincarnation. Cette signification est fondamentale. Le concept doit être clair pour qu'il puisse établir une conversation entre le patient et le psychothérapeute. La réincarnation
influence-t-elle la manière dont vous considérez votre problème ou la manière selon laquelle vous envisagez pour faire face à votre problème? Avez-vous une supposition connexe à la réincarnation qui expliquerait les causes de votre douleur actuelle, apportée comme un sujet pour la psychothérapie? Basé sur cette supposition, quel serait le défi personnel, votre défi personnel, pour surmonter ce problème qui vous a amené à faire une psychothérapie? Ce sont donc les 7 questions initiales que les thérapeutes et les professionnels de la santé doivent mettre en pratique dans leur conduite vis-à-vis du patient. D'autres orientations spécifiques aux professionnels. Ce sont des données simples, mais qui font la différence, une fois de plus. Il est important que vous préfériez demander comment plutôt que de demander pourquoi. Le comment amènera naturellement une idée de processus pour le patient. Il va y penser, il va penser comment la situation s'est développée, alors que pourquoi peut démontrer une certaine agressivité ou parfois même une hostilité ou une non-croyance de la part du thérapeute en ce qui concerne le contenu que le patient lui présente. Ne vous mettez pas dans la situation de celui qui a toutes les réponses. Au contraire, montrez au patient qu'il peut lui trouver les réponses dans la sagesse de son inconscient. Et c'est dans ce sens que vous pouvez l'aider, en ouvrant sa connexion avec la sagesse qu'il a en lui concernant ses défis et ce qu'il a à surmonter et comment traiter ces défis pour surmonter le problème qu'il apporte à la thérapie. Ne pas poser des questions qui aident le patient à utiliser les ressources personnelles basées sur son système de croyance réincarnationniste et éviter les questions basées sur la simple curiosité de la part du professionnel. Il faut faire attention aux explications basées sur la réincarnation qui impliquent la pitié de soi-même ou se considérer comme une victime. C'est un sentiment qui ne mène à rien si ce n'est la souffrance. Il est fondamental que les professionnels puissent travailler ces contenus de sorte que le patient établisse une alliance d'apprentissage avec le passé et que cela serve de manière utile aujourd'hui pour pouvoir surmonter ces difficultés. Certaines personnes peuvent avoir des croyances erronées concernant la réincarnation. Par exemple, je mérite de souffrir parce que j'ai fait quelque chose de très mauvais, de très grave, de très coupable dans une autre vie. Dans ces cas, il est fondamental de travailler sur une amélioration de ce concept. Par exemple, le karma ne veut pas dire un fardeau, quelque chose de lourd que l'individu doit payer. Mais au départ, en sanskrit, karma signifie une attitude. Quand on modifie l'attitude, on peut modifier le karma. Souvent, les croyances peuvent être améliorées sur la base de ce que le patient apporte. Évitez de traiter des patients borderline qui apportent une croyance identifiée de vie passée
sans l'utilisation des médicaments adaptés. Ce travail doit être respectueux, et il faut faire très attention parce que si vous stimulez la croyance de l'identification d'un croyant borderline dans une croyance réincarnatoire, on peut favoriser on peut élargir, donc augmenter sa maladie et sa souffrance. Il faut donc faire une entrevue psychologique sensible et qui est respectueuse sur la croyance réincarnationniste du patient, en favorisant la consolidation donc de ces talents intrinsèques dont le patient est doté et qui permettent de fortifier son caractère et ses vertus. Il est intéressant de noter que dans la même ligne que le principe réincarnationniste, la fortification du caractère est importante. Plusieurs études sur le post-trauma montrent que la consolidation des vertus et du caractère vont de pair avec une domination du trauma. Quelques observations éthiques qu'il vaut la peine de remarquer. La capacité de s'enquérir de la vie religieuse et spirituelle des patients est un élément important de la compétence, de la compréhension et de la compétence psychothérapique. Généralement, cette question sur la religiosité et la spiritualité apporte des forces qui peuvent fréquemment être utilisées pour confronter les difficultés de manière satisfaisante. Le processus qui implique les questions concernant la réincarnation doivent toujours être respectueuses. Il existe une forte possibilité, attention à cet aspect, il y a un problème de manque d'éthique quand le thérapeute exagère ses convictions personnelles et abandonne le principe de la neutralité. C'est très intéressant. Vous n'êtes pas là en tant que psychothérapeute pour endoctriner le patient, mais pour travailler avec ses forces intrinsèques que lui-même apporte. Sur la thérapie par régression de la mémoire au Brésil, cette thérapie a commencé en 1980 avec Maurice Nederton, un Californien psychologue qui est venu faire donner des cours, invité par Maria Julia Prieto Pérez, et en 1980 et qui sont mes parents. L'histoire de la thérapie par la régression de la mémoire a commencé au Brésil à partir d'un atelier sur ce sujet. Je voudrais montrer une étude que nous avons faite sur le profil de 610 patients soumis à une thérapie de régression de la mémoire. Qui sont les personnes qui généralement vont à la recherche de ce type de thérapie. Nous avons respecté un ordre séquentiel de l'arrivée des patients de 1996 à 2002. La thérapie que nous avons utilisée est la TRVP, donc c'est une thérapie régressive des vécus passés. 13 thérapeutes ont été impliqués, chacun a traité 28 patients par an et nous avons fait un suivi de 12 mois et de 24 mois. L'objectif principal de la thérapie par régression de la mémoire est d'attribuer une signification à des symptômes dispersés comme les sensations, les émotions fragmentées. Et donc on arrive à configurer une histoire
on arrive à un encadrement résilient, à un nouvel apprentissage peut se produire pendant la séance thérapeutique pour qu'ensuite cette histoire puisse être alignée et permettre de modifier dans sa signification traumatique et devienne une leçon pour la vie actuelle du patient. C'est comme si nous pouvions réunir les fragments concernant les symptômes que nous apportons pour postérieurement avoir un sens d'où viennent ces symptômes, d'où viennent mes peurs, ou bien les symptômes de stress post-traumatique. Souvent, les patients ont des phobies particulières, des troubles de la panique et des troubles post-traumatiques sans parvenir à localiser l'origine de ces phobies et de ces troubles. Quand on arrive à attribuer une signification en localisant l'origine de ces symptômes, on arrive à se désidentifier de ces symptômes. En ce qui concerne l'âge moyen, 37,5% avaient un âge moyen sur ces 610 patients donc, qui se sont soumis à cette thérapie. 59% donc, parmi eux étaient des femmes et 41% étaient des hommes. J'ai présenté cette conférence en présentant ces données un jour et quelqu'un m'a dit dans le public, je savais que les femmes avaient plus de problèmes que les femmes. Que les femmes avaient plus de problèmes que les hommes, excusez-moi. Les femmes vont plus à la recherche de la psychothérapie que les hommes, c'est ça le fait. La situation maritale, 34% étaient mariés, 43% étaient célibataires. Vous verrez qu'une grande partie des plaintes concernent la difficulté concernant les relations interpersonnelles. L'éducation la plus grande, la majorité avait fait un cursus supérieur complet. L'occupation, la profession, 38% étaient dans des professions concernant les sciences humaines, merci. 19% dans la science. Ce ne sont pas des personnes donc ignorantes, des personnes qui n'ont pas d'informations ou n'ont pas été formées, et ce sont des personnes qui sont informées, qui vont à la recherche de ce type de traitement. La religion, 34% étaient catholiques, 27% spirites et 25% spiritualistes, ce qui signifie que la croyance en la réincarnation ne dépend pas particulièrement de la religion. Particulièrement au Brésil, beaucoup de catholiques croient en la réincarnation. La grande majorité, 98% sont allés, 65% sont allés voir à la recherche de thérapie conventionnelle avant d'avoir recours à la thérapie par régression de la mémoire. Beaucoup viennent en disant ça va être ma dernière tentative. J'ai déjà eu recours à d'autres thérapies et je n'ai pas trouvé de solution pour mon problème particulier. Et ainsi de suite, ma difficulté de relation avec un enfant en particulier, ce sujet est très fréquent. Ce problème est très fréquent. Une mère qui a 3 enfants et qui n'arrivait pas à s'entendre avec l'un d'eux en particulier. Lorsque l'enfant s'approchait pour demander de l'affection,
La mère le rejetait pour elle et lui disait d'aller chercher de l'eau ou faire quelque chose pour elle. Il y avait une aversion, une difficulté à avoir des relations avec cet enfant, et particulièrement cet enfant. La thérapie par régression de la mémoire a favorisé, l'a aidé à surmonter cette difficulté lorsque la mère a compris les difficultés et l'origine de cette aversion qu'elle avait dans cette vie. Elle a pu se désidentifier du passé, se libérer de son passé pour pouvoir assumer sa personnalité actuelle avec de nouveaux défis en ce qui concerne cet enfant qui était un de ses bourreaux dans le passé. Les plaintes, pour la plupart, donc 30%, ce sont des troubles de l'anxiété comme des phobies spécifiques. La phobie de se trouver dans des endroits publics ou des endroits fermés, ou des symptômes comme le trouble du stress post-traumatique sans aucune cause identifiée dans la vie présente. Et 23% avaient des difficultés dans les relations avec les autres et 16% des difficultés somatoformes, des maladies psychosomatiques ou le psychisme qui se reflète sur le corps, comme une migraine chronique quotidienne ou une fibrologie, une maladie auto-immunitaire. Le nombre de séances, 22 séances, dont 5 anamnésies, 7 séances de régression, 10 séances intégratives, en tout 6 mois de traitement. 39% des patients ont eu des situations traumatiques dans leur vie actuelle. Donc l'inconscient apporte non pas particulièrement des situations traumatiques de vie passée, mais plutôt des vies actuelles. 38% des patients ont vécu des situations traumatiques de vie passée. C'est l'inconscient qui apporte le contenu que le patient doit vivre pour se libérer de ses difficultés. Des données vérifiées spontanément, comme les dates, les noms des endroits, des événements particuliers sont rares. Mais il peut y en avoir, et quand il y en a, nous faisons des recherches. Nous allons en parler tout de suite. Le niveau de relaxation, 74%, disent que leur relaxation était profonde. Il semble que ce soit une porte d'ouverture vers ces contenus inconscients. Et plus la relaxation est profonde, et plus l'accès à ces contenus inconscients est facile. La guérison des symptômes, 74% de ces patients ont été totalement guéris. 27% ont eu une guérison partielle et 9% n'ont pas été guéris. Et là, on compte aussi les patients qui ont renoncé à leur traitement pendant le cours du traitement. La croyance en la réincarnation avant la thérapie et après la thérapie. Et observez que 42% croyaient en la réincarnation avant la thérapie, mais après la thérapie, ce nombre s'est accru de manière significative à 71%. Pourquoi ? Dans un autre travail qui a été la thèse de doctorat du docteur Régis Cavini en neurosciences de l'Université de São Paulo, nous avons observé des réponses autonomes et neuroendocrines pendant la thérapie de régression de mémoire. Vous pouvez voir ici que dans ce carré qui est marqué avec un V, pendant le vécu régressif, l'expression du cortisol en rouge augmente
par rapport au baseline, à la ligne de base, à la situation de contrôle. Le cortisol est une hormone associée au stress. Donc, cela veut dire que le patient a vécu ces contenus comme s'il se passait dans son monde subjectif naturellement. Et à la fin du processus, on peut voir de 120 minutes, à la fin, l'expression du cortisol est plus basse par rapport à la situation de contrôle qui est en noir. L'adrénaline, pendant le vécu traumatique, le patient a eu une augmentation de l'adrénaline. Ces contenus ont une signification pour le patient. Ils provoquent des réponses endocrines comme si il était en train de vivre cette douleur. Donc, cette vérité que le patient est en train de vivre après la séance fait que la croyance en la réincarnation augmente de manière significative, comme nous avons vu dans la diapo antérieure. Nous avons fait aussi une étude électroencéphalographique pendant la thérapie de régression et nous avons vu ces deux conditions pendant la relaxation, l'augmentation des fréquences alpha dans le lobe occipital et pendant la régression, la prédominance donc de delta dans le frontal et bêta dans l'occipital. Ces données, on les trouve dans la littérature, parmi les moines tibétains ou les spécialistes de la méditation qui entrent dans un état altéré de conscience facilement. Donc ces fréquences lentes delta qui se trouvent dans le cortex frontal pourtant, le patient garde la conscience des contenus qu'il vit et les fréquences bêta concernent l'état de veille. Il faut que cette conscience continue pour que le patient puisse établir une relation entre les contenus vécus et là, le problème actuel qu'on est en train de travailler. Ce sont donc les conclusions ici que je vous ai montrées il y a peu. C'est une thérapie brève qui dure 6 mois environ, appropriée au processus d'auto-guérison du patient. C'est le patient qui va apporter les contenus associés à sa libération. La religiosité et spiritualité ont accompagné l'histoire de l'homme, quelle que soit l'époque et la culture. Ce processus concerne particulièrement le déchiffrage de contenus dispersés, de sensations, de symptômes et d'émotions sans une signification apparente. Lorsque nous déchiffrons pendant la thérapie de régression de la mémoire l'origine de ces symptômes, nous arrivons à lire ce qui nous ne comprenions pas dans les manifestations de la douleur humaine. C'est comme si nous arrivions au cabinet médical dans cette perspective. Que voyez-vous là? À mesure que je diminue cette expression sensorielle, je peux contextualiser cette expression dans une histoire. Que voyez-vous là maintenant? C'est plus facile lorsque l'expression émotionnelle s'est apaisée, lorsque j'ai trouvé la signification de cette douleur. C'est plus facile de me libérer du symptôme. J'ai une histoire qui est construite, donc j'ai la possibilité de pouvoir gérer cette histoire en créant une alliance qui m'aide à surmonter, liée directement à l'apprentissage. La question donc est la suivante. Devons-nous traiter les individus simplement comme si
comme si leur maladie était des illusions, comme si c'était le produit de leur cerveau. Est-ce que la psychothérapie doit traiter les difficultés seulement avec ce regard matérialiste, comme si les difficultés étaient fabriquées et sécrétées par le cerveau? Non, ce n'est pas comme ça que nous pensons. Nous aimerions maintenant approfondir certains aspects dans cette partie finale de mon exposé. La difficulté que l'on a à intégrer le thème spiritualiste ou de la réincarnation ou de la religiosité dans la psychothérapie réside sur dans certains facteurs comme les approches traditionnelles des écoles psychothérapiques qui ne considèrent pas la croyance qui prévaut et qui, dans la population mondiale, nous avons une vie après la mort, nous avons un esprit. La spiritualité et la vie après la mort, pour beaucoup de scientifiques, sont des sujets qui ne peuvent pas être abordés dans le milieu méthodologique et rigoureux des investigations. Je ne suis pas d'accord. Totalement parce qu'il est possible d'utiliser des méthodes rigoureuses pour faire une recherche sur la spiritualité ou même sur un esprit, la religiosité et ainsi de suite. Le manque de supervision et de programmes de formation dans le milieu académique pour les professionnels qui s'intéressent à ce sujet. C'est très difficile. Les professionnels vont à la recherche de formation dans les pratiques mystiques et divinatoires. Malheureusement, le milieu académique n'offre pas encore, par exemple, d'approche cohérente qui puisse tenir compte de la réincarnation et de la croyance de nombreux patients dans ce sens. C'est pour cela que lorsque j'ai publié cette étude, j'ai reçu beaucoup de mails me demandant des cours. La plupart de personnes qui étaient à l'extérieur du Brésil, en Europe, aux États-Unis, parce qu'il n'y avait pas de formation propre qui allait dans ce sens, demandant des ateliers, des cours, etc. Et moi, donc, j'ai créé un cours à distance en portugais qui est en train d'être traduit en anglais pour que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, aider ces thérapeutes et psychologues, médecins qui travaillent avec ce grand nombre de personnes qui croient en la réincarnation. Ce cours à distance est une possibilité intéressante que notre époque favorise pour que nous puissions compenser pour l'instant, tant que ce contenu ne fait pas partie du milieu académique, que nous puissions donc offrir une formation consistante aux médecins et psychologues dans ce sens. Les éducateurs et professionnels se sentent en général ne sont pas à l'aise avec le thème religieux et spirituel dans le cadre de leur travail. Il y a plusieurs dizaines d'années qu'il y a des études comme celle de Jeff Levine et Hal Koenig montrent qu'il est important d'aborder ce thème dans l'environnement thérapeutique. Il est fondamental que nous puissions toujours plus divulguer, donner un peu plus de confort dans ce sens. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi. Il est nécessaire que cela se passe. La réincarnation est passée de la sphère religieuse et philosophique à la sphère scientifique il y a plus de 30 ans. Elle
propose plusieurs explications plausibles pour des comportements non produits ou imités dans leur contexte familial. Et elle donne aussi des explications pour certains problèmes comportementaux inadaptés et difficilement explicables par l'influence uniquement génétique ou environnementale. Les phobies spécifiques et les symptômes ou d'autres troubles de l'anxiété peuvent être éventuellement expliqués par des situations traumatiques de vie passée. Il y a plusieurs lignes de recherche qui tentent d'en savoir plus et connaître un peu plus à fond la réincarnation, comme les souvenirs spontanés d'enfants, marques de naissance, la xénoglossie et la polyglossie, donc l'habilité de parler dans une autre langue alors que la personne n'a pas appris à parler cette langue dans cette vie, des messages médiumniques et l'écriture et la thérapie de la régression qui, dans certains cas très rares, apportent des données que l'on peut confirmer. Un des chercheurs est Mendra Nath Banerjee de l'université de Rajasthan. Hernani Guimarães de Andrade au Brésil. On a les tulkus tibétains, les réincarnations reconnues dans la culture tibétaine, et comme dans le cas du lama Ossel, qui est un enfant espagnol qui a été considéré comme le tulku, une incarnation reconnue d'un lama tibétain. Et sa famille espagnole, devant tant de preuves, a permis que l'enfant puisse choisir ce qu'elle voulait faire, rester avec sa famille en Espagne ou dans un centre tibétain à Mysore, dans le sud de l'Inde, où j'ai été avec cet enfant. J'ai vu cet enfant et l'enfant a préféré continuer sa vie en tant que moine tibétain dans le centre tibétain à Mysore, au sud de l'Inde. Erlendur Haraldsson en Islande, Ian Stevenson et Jim Tucker en l'université de Virginie montrent que les cas de réincarnation se manifestent dans diverses cultures et dans plusieurs pays en apportant cette perception de l'universalité du phénomène. Cela peut se passer aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique latine et sur toute la planète. Donc cela prouve l'universalité du phénomène. En ce qui concerne la thérapie de régression, certains cas peuvent être vérifiés et suggèrent réellement la réincarnation comme celui que je vais vous présenter dans cette structure que nous avons présentée pendant la régression. Donc je vais vous présenter un cas de phobie spécifique qui est compris comme un trouble de l'anxiété qui concerne une crainte inexpliquée de quelque chose sans qu'il y ait de raison, de fait ou de souvenir liés à l'apparition de cette crainte ou de cette peur. C'est une patiente de 16 ans. Elle a travaillé en tant que sujet de la psychothérapie la crainte de l'explosion. Cette patiente, depuis toute petite, démontrait une peur du bruit, les feux d'artifice ou même le tonnerre. Et cette peur s'est empirée après, quand elle avait eu 11 ans, sans qu'on parvienne à expliquer, ni sa famille, pourquoi elle avait si peur des explosions. Au même temps, elle savait que cette peur allait au-delà de ce qu'elle aurait dû sentir. Elle savait que c'était exagéré, mais elle n'arrivait pas à modifier son comportement. Comme si réellement
Elle traversait des situations d'un risque important avec des bruits, quand il y avait du bruit ou quand elle était près, par exemple, de la gazinière, elle avait peur. Et il n'y avait pas d'histoire de traumatisme dans sa vie actuelle qui puisse justifier cette peur. Pendant sa régression, cette patiente parle d'une vie passée qu'elle a vécue en Crète, dans la baie de Souda, en 1940. Certaines de ces phrases, pendant qu'elle revivait la situation. C'est la matinée du 20 mai 1941. Je suis grecque, j'ai 20 ans, j'aime cet endroit, la baie de Souda. Soudain, beaucoup d'avions ennemis ont atteint la baie et commencent à bombarder. Et elle commence à crier. Ce sont des soldats allemands. C'est un bombardement allemand. Des bombardiers allemands. Au début, j'ai essayé de tirer sur les avions. Mais je n'y arrive pas. Et j'essaye de trouver un abri. Les soldats australiens nous aident. À cette occasion, j'ai traité, en tant que thérapeute, j'ai traité ce contenu comme un contenu symbolique. Je méconnaissais l'île de Crète, je ne connaissais pas la baie de Souda, le bombardement allemand ou les Australiens. Et le contenu s'est déroulé et ces mémoires ont émergé spontanément. Les soldats australiens sont des alliés, ils nous défendent. Et soudain, un bruit terrible, une bombe, et elle décrit sa mort traumatique dans une situation très douloureuse, une bombe qui explose tout près d'elle et qui provoque un impact violent et sa mort. Ensuite, quand son corps est déjà mort, elle continue d'observer ce qui se passe en dehors de son corps. Je peux voir la croix imprimée sur les avions. Je suis hors de mon corps. Le bombardement a cessé. Mais je peux voir maintenant les parachutes qui attaquent la baie. Ils vont envahir la baie. Quelques données confirmées. Il est bon de savoir que la patiente ne connaissait pas ces contenus jusqu'au jour de son vécu. Elle s'est améliorée de sa peur des explosions. Elle a fait une thérapie avec l'appui de sa mère, mais sans l'appui de son père. Et son père a demandé un jour à sa fille, « Est-ce que tu vas mieux de ta peur des explosions ?»« Oui, je n'ai plus peur. J'ai fait une thérapie de régression. » Et le père n'était pas d'accord avec cette thérapie. Il désapprouvait cela. Et il voulait montrer à sa fille que toutes ces informations étaient des bêtises. Et c'est justement son père qui a fait des recherches et qui a confirmé ces données. Et qui a modifié aussi son opinion concernant la réincarnation. Les données confirmées, donc, la baie de Souda existe et c'est en Crète. Dans la matinée du 20 mai 1941, les bombardiers ont attaqué Souda. Ça, ce sont des photos donc, de l'attaque. Vous pouvez voir, la patiente parle de Stuka, des bombardiers Stuka allemands. Et justement, c'était les avions avec la croix qu'elle a décrite sur l'avion. Et à un moment donné, elle dit que les avions peuvent tirer par l'arrière. Et tirer par l'arrière, on peut observer que derrière l'avion, dans cette partie-ci, il y a une mitrailleuse c'était une particularité de ces avions allemands. Les Australiens
étaient réellement là en tant qu'unité d'appui, de soutien, tout comme les Néo-Zélandais et les Britanniques au moment de l'attaque des Allemands. Ils défendaient les Grecs. Et les civils ont participé activement à la guerre avec des armes. Lui, en tant que civil dans une vie passée, a tenté de tirer contre l'attaque et il n'y est pas arrivé et il est allé donc trouver l'appui, non pas des Allemands, mais certainement des Australiens. C'est une carte ancienne de la stratégie de l'attaque de l'île de Crète et ensuite les parachutistes qui allaient envahir le secteur pour pouvoir dominer le territoire. Et ça, ce sont des photos originales, des photos de l'attaque. Elle voit donc des parachutes tout de suite après le bombardement. Le moment le plus traumatisant pour cette patiente, c'est quand la bombe a explosé et le patient expérimente la sensation d'impuissance, de destruction inévitable et la mort en raison de l'explosion. La décision, ce qui est resté marqué, l'explosion qui cause la destruction et la mort, je dois faire attention et éviter, j'ai peur et je veux éviter. La redécision cognitive, je suis prudent et j'ai une relation avec les explosions, fais attention et je suis calme. À la fin de la thérapie, la patiente ne remplissait plus les critères de phobie spécifique conformément au DCI 4. Conclusion. La psychothérapie doit prendre en compte la croyance réincarnatoire du patient malgré les raisons qui mènent le patient à croire en la réincarnation, que ce soit des vestiges de l'ère pré-chrétienne, l'influence des écritures saintes ou de philosophie occidentale et asiatique, la rencontre d'une explication plausible que cette question que l'individu est en train de vivre ne peut être expliquée que par quelque chose qui s'est passé dans une vie passée, des expériences personnelles de vie antérieure, ou alors un cadre cognitif pour faire face à la peine due à la perte d'un être cher. Quelle que soit la raison du patient qui le fait croire à l'incarnation, le thérapeute, et principalement les psychologues doivent tenir compte de cette croyance. Le travail a une relation directe avec l'apprentissage. Donc le thérapeute doit poser des questions sur le défi pour son patient de surmonter le problème. Quelles sont les leçons qui doivent être tirées de cette expérience antérieure pour que vous meniez une vie meilleure dans le présent? Composer une phrase, ce que nous appelons une redécision cognitive, qui vous aide à appliquer ce nouveau modèle de comportement qui associe un apprentissage important. Pour votre moment actuel de vie, en vous basant sur ce que vous avez vécu pendant la régression. Comme je vous le disais, ceux qui sont intéressés qui s'intéressent à l'article que j'ai écrit, vous pouvez aller sur ce site. L'idée est que nous puissions favoriser une psychothérapie avec un début, un milieu et une fin structurée en faveur du patient réincarnationniste et que l'on considère que la vie actuelle est le fruit de plusieurs autres vies dans d'autres temps. Ce cours de réincarnation et psychothérapie, pour ceux qui sont intéressés ou qui veulent voir,
se trouve aussi sur le même site, Réincarnation et Psychothérapie. Et nous avons fait des interviews avec des chercheurs comme Jeff Levin qui est ici, Jim Tucker au Brésil, Alessandro de Almeida et Federico Leon, et un témoignage intéressant de Jenny Cockwell qui a inspiré un film, Les ombres du Ma passé. vie dans les enfants du passé. Est-ce que vous avez vu Les ombres du passé? Oui. Est-ce que vous avez vu ce film où elle parle d'une expérience personnelle qui a inspiré ce film? Beaucoup de monde dans le monde a des expériences similaires à celle de Jane, où elle parle de cela aussi, le nombre de mails qu'elle reçoit, qui partagent ce genre d'expériences, qui reviennent comme des flashbacks. C'est un phénomène naturel, humain et important, qui doit être respecté aussi par la psychothérapie. Je voudrais donc vous parler finalement l'apparition il y a 2 semaines de notre article sur neuroimage et spiritisme, c'est ça? Qui est publié donc sur le Public Library of Science, sur lequel vous pouvez avoir accès librement. L'impact est 4.4. C'est un article qui va être très lu, où nous montrons, que nous avons montré lors du dernier congrès en France, c'est que la neuroimage pendant de médiums pendant leur psychographie, qui avaient écrit des textes complexes, mais les secteurs de planification ont été déprimés, ce qui est un paradoxe scientifique. Pour créer un texte plus complexe, ces aires de planification devraient être plus actives, ce qui ne s'est pas produit. Elles étaient moins actives. Donc, rapidement, dans peu, vous recevrez cette publication que nous avons été heureux de voir accepter il y a 2 semaines. Merci beaucoup à tous. J'étais très heureux d'être ici de nouveau. Merci beaucoup.